L'Occident doit-il livrer des chars de combat et des véhicules de combat d'infanterie à l'Ukraine? La question fait débat. Récemment, l'Ukraine a récupéré de vastes territoires occupés par les Russes. Beaucoup se demandent alors si l'acquisition de chars ultramodernes n'accélérerait pas le mouvement. En Allemagne, le sujet est particulièrement sensible. L'envoi de chars de combat européens en zone de guerre repose en grande partie sur Berlin. Seulement voilà, comme souvent, le gouvernement allemand a les yeux rivés sur les États-Unis. Alors que faire? De quoi parle-t-on exactement? Pour ceux qui, comme moi, ne sont pas experts en armement, voici quelques explications. Le char de combat Abrams vient des États-Unis. Les Britanniques ont le Challenger 2. La France, le char Leclerc. En Allemagne, c'est le Léopard 2. Problème, les Challenger 2 et les chars Leclerc ne sont plus fabriqués. Pour une fourniture à long terme, pièces détachées comprises, les Abrams et les Léopard 2 sont la seule option. Pour les véhicules de combat d'infanterie, les États-Unis utilisent le M2 Bradley, les Britanniques, la série Warrior, et les Français, des VAB, véhicules d'avant blindés. L'Allemagne utilise des Marder et des Puma. Ces chars servent à transporter les troupes sur le front et sont armés. Ils sont généralement employés conjointement avec des chars de combat. Avant de nous pencher sur les bénéfices que les chars de combat occidentaux pourraient apporter à l'Ukraine, regardons l'évolution de la situation. La guerre en Ukraine a connu plusieurs phases. Des phases durant lesquelles le type d'arme envoyée ou pas par les Occidentaux a joué un rôle déterminant. Cette arme portative est un lance-missile anti-char de type Javelin. Ce système d'armes a été livré à l'Ukraine au début de la guerre, tout comme les lance-missiles anti-aériens portatifs Stinger. Les experts militaires sont formels. Si l'Ukraine a pu résister face aux Russes les premières semaines, c'est grâce aux armes de l'Occident. Dès le mois de mai, les combats s'intensifient dans le Donbass et l'armée russe gagne de vastes territoires. Comparé aux Ukrainiens, les Russes ont une artillerie beaucoup plus importante. En témoigne cette image de villes détruites. La phase suivante correspond à la livraison d'armes lourdes par l'Occident. Lance-roquettes multiples, obusiers motorisés, chars anti-aériens. Ces armes peuvent tirer à 80 km avec une grande précision et jusque derrière les lignes ennemies. Les Ukrainiens se distinguent aussi par leur habileté militaire. En septembre, ils prennent les Russes par surprise dans le nord-est et reprennent du terrain. Le président russe annonce alors une mobilisation partielle et brandit à nouveau la menace de l'arme nucléaire. C'est le début d'une nouvelle phase. Menace réelle ou coup de bluff? Impossible de le savoir. C'est aussi ce qui explique les réticences des Occidentaux à livrer des chars de combat. C'est pourtant une étape nécessaire, estime Raphaël Loss, expert en sécurité au Conseil européen pour les relations internationales. Pourquoi est-ce si important que l'Occident livre des chars de combat et d'infanterie à l'Ukraine? Je pense que nous devrions continuer à armer les Ukrainiens pour qu'ils puissent mener des contre-offensives et libérer des territoires occupés. Et ça passe forcément par l'acquisition de ces chars modernes. À moyen terme, ce ne sera possible qu'avec des chars de combat et d'infanterie occidentaux. Jusqu'ici, les Ukrainiens utilisent des armes soviétiques. Mais un jour, le stock sera épuisé ou détruit, le matériel sera hors d'usage. Il n'y aura plus de pièces détachées ni de réparation possible pour ces systèmes d'armes, car la Russie est le seul fournisseur et elle ne va certainement pas aider l'Ukraine à combattre les Russes. Il est donc logique et nécessaire qu'à un moment donné, l'Ukraine opère une transition vers du matériel occidental. À la mi-septembre, Raphaël Loss a créé l'événement avec ce qu'il appelle le plan Léopard, élaboré avec 2 collègues. C'est une sorte de plan directeur qui explique comment les pays européens pourraient livrer ensemble des chars de combat et des véhicules de combat d'infanterie à Kiev, sans que chacun appréhende de relever ce défi de son côté. Voici à quoi ressemble le fameux plan Léopard. C'est l'Allemagne qui prendrait la direction de cette initiative européenne. 13 pays d'Europe utilisent le Léopard 2. Ces 13 pays s'associent au sein d'un consortium. Ensemble, ils disposent d'environ 2000 chars de combat. Une bonne moitié sont d'anciens modèles. 90 de ces anciens blindés pourraient être envoyés en Ukraine pour équiper une brigade.
Les chars cédés seraient remplacés dans chaque pays grâce à des fonds européens. L'Union européenne s'assurerait que les chars de combat puissent être réparés dans les pays voisins. Là encore, l'Allemagne prendrait la tête des opérations, notamment pour des raisons techniques. Pour chaque arme de guerre fabriquée en Allemagne, Berlin doit délivrer une autorisation d'exportation. Pourquoi est-ce si important qu'un grand nombre de pays participent à ce transfert de Léopard 2 ? Plus le consortium européen compte de participants, moins ceux-ci seront impactés au niveau de leur stock et de leurs forces armées. Par ailleurs, c'est un message politique fort. Il ne s'agit pas d'une action isolée, mais d'une solution à l'échelle européenne. Vous aimeriez que les Européens prennent enfin les devants sur cette question ? Pourquoi y tenez-vous autant ? La guerre en Ukraine déclenchée par la Russie le 24 février est un affront direct. Il y a une volonté de remettre en cause, de saper les fondements de l'ordre sécuritaire européen. Dès lors, cette guerre nous concerne beaucoup plus. Elle est d'un point de vue géographique, mais aussi politique, beaucoup plus proche de nous que des États-Unis. Longtemps, personne n'aurait imaginé que le président russe Vladimir Poutine déclencherait une guerre. Lorsqu'il est passé à l'acte, tout le monde, ou presque, pensait que ce serait une guerre éclair que les Russes remporteraient haut la main. Mais les choses ont tourné différemment, grâce aux armes occidentales, mais aussi à la détermination des Ukrainiens. La plupart n'auraient jamais imaginé un jour devoir prendre les armes. C'est ce qui est arrivé au journaliste Konstantin Reutski. En mai dernier, il nous a envoyé des images du front. Il nous a aussi raconté comment il vivait sa nouvelle mission. Une tranchée près de Kharkiv, à proximité de la frontière russe. Ici, l'armée ukrainienne résiste depuis des semaines. L'artillerie russe pilonne les forces ukrainiennes avec une rare intensité. Ces images ont été filmées fin mai par le soldat et journaliste Konstantin Reutski. Les Russes évitent les combats directs. Ils préfèrent utiliser leur artillerie pour briser notre résistance. Ils disposent ainsi de beaucoup plus d'armes. On compte un tir ukrainien pour 20 tirs russes. La plupart des pertes sont provoquées par l'artillerie ennemie. La brigade de Konstantin a elle aussi perdu des hommes. Chaque perte est douloureuse. Dans mon unité, nous sommes tous proches les uns des autres. Mais la guerre est ainsi faite. Je crains qu'il n'y ait d'autres pertes. C'est le prix à payer pour libérer notre pays. Et je pense que chacun d'entre nous est prêt à le payer. Selon le président Zelensky, près de 100 soldats sont tués chaque jour. Un chiffre largement sous-estimé selon ses détracteurs. Je pense que ça ne sert à rien de tenir secret le nombre de nos pertes. Au contraire, nos citoyens doivent savoir le prix que nous payons tous. La situation reste grave. Certes, nous résistons, mais il nous faudrait plus de matériel et une union de toutes les forces possibles, à l'intérieur de l'Ukraine, mais aussi chez nos partenaires occidentaux. Pour Konstantin, sans les livraisons d'armes de l'Occident, l'Ukraine ne pourra pas poursuivre le combat. Je trouve très décevant qu'une partie des politiques européens sous-estime le danger que représente la Fédération de Russie. Car ce danger ne concerne pas seulement l'Ukraine, mais toute l'Europe, et peut-être même l'ordre mondial en place depuis la Deuxième Guerre mondiale. Plus les livraisons d'armes se feront attendre, plus Poutine aura de chances de concrétiser les projets d'expansion qu'il évoque si ouvertement. Tant que les armes de l'Occident n'arriveront pas plus vite et en plus grand nombre, les soldats ukrainiens ne pourront compter que sur leur combativité. Depuis notre reportage, d'autres livraisons sont arrivées avec notamment des armes lourdes, tant attendues par les Ukrainiens, comme des lance-roquettes multiples ou des obusiers motorisés.
En ce début d'octobre, la situation a donc évolué. J'ai demandé à Konstantin Reutski si l'Ukraine avait toujours besoin des chars de combat occidentaux. Nous en avons besoin et de toute urgence. Ce sont des armes offensives et sans ces armes, il est impossible de mener à bien une offensive. L'Ukraine possède tout un arsenal de chars soviétiques, plus quelques chars ukrainiens également de l'époque soviétique. Mais ce n'est pas suffisant. Il n'y a pas assez de chars pour libérer les territoires occupés. Sans armes occidentales, nous n'y arriverons pas. Je voudrais insister sur le fait que les armes occidentales sont technologiquement largement meilleures et plus précises que le vieil armement soviétique et l'armement russe actuel. L'utilisation d'armes occidentales permettra de réduire les pertes parmi les civils. C'est pour ça que nous ne pouvons pas nous passer de ces armes. Nous les attendons. Armes légères, armes lourdes, obusiers motorisés, chars de combat. Entre les termes techniques et les débats nourris sur ce que l'Occident devrait envoyer ou pas à l'Ukraine, difficile d'avoir une vision claire de la situation. De combien de matériel de guerre les Ukrainiens disposent-ils? Qui a livré quoi? Quels sont les pays qui s'impliquent davantage? On voit ça tout de suite. Le plus gros donateur sont de loin les États-Unis. On distingue l'aide militaire en orange, l'aide humanitaire en bleu clair et l'aide financière en bleu foncé, soit un total de 44 milliards d'euros. Le deuxième donateur est l'Union européenne. Viennent ensuite le Royaume-Uni et l'Allemagne. La France arrive en 8e position. Il s'agit ici des aides octroyées jusqu'à début août. Depuis, d'autres promesses ont été faites. L'Allemagne, par exemple, s'est engagée à envoyer 4 obusiers motorisés supplémentaires et 50 véhicules de transport blindés. Si on rapporte ces contributions à la performance économique des pays, les États baltes sont très généreux. L'Estonie et la Lettonie caracolent à la première et deuxième place, avec près d'1% de leur PIB. La Lituanie est 4e, la Pologne 3e, les États-Unis sont 10e, l'Allemagne 16e et la France 21e. L'étude porte sur 40 pays donateurs. Malgré ces aides, c'est le statu quo au niveau des chars de combat. Aucun Abrams américain ni Léopard 2 allemand n'a été livré. Depuis longtemps déjà, Emmanuel Macron plaide pour que l'Europe s'engage davantage pour sa propre sécurité. Mais qu'en est-il des chars de combat? De nombreux pays sont sur la réserve. Au final, tous les regards convergent vers l'Allemagne. Le chancelier allemand Olaf Scholz hésite. Pourtant, selon sa ministre de la Défense, l'Allemagne devrait endosser le rôle de leader militaire en Europe. Mais au sein de la coalition, les sociodémocrates sont réticents à l'envoi de chars de combat, tandis que les Verts et les libéraux font pression. De retour d'Ukraine, la ministre allemande des Affaires étrangères s'y est, elle, montrée favorable. Mais l'armée allemande a-t-elle les moyens de donner du matériel? Visiblement, pas vraiment. Si les véhicules de combat d'infanterie Marder doivent être retirés du service, seuls 40 pourraient faire l'objet d'un échange dit circulaire, l'armée ayant besoin des autres. Qu'en pense notre expert en sécurité? Jusqu'ici, l'Allemagne a toujours freiné des 4 fers à l'idée d'envoyer ses chars en Ukraine. L'armée allemande a-t-elle épuisé ses capacités? C'est une question de politique. Il y a quelques semaines, le secrétaire général de l'OTAN a dit très clairement qu'à l'heure où la liberté et la sécurité européennes sont défendues en Ukraine, il est plus important de mettre à disposition d'importants stocks militaires, notamment ceux de l'OTAN, que de les reconstituer selon les règles de l'OTAN. Depuis le 24 février, Vladimir Poutine brandit la menace nucléaire. Il y a quelques jours, il a souligné que ce n'était pas du bluff. Cette rhétorique vise précisément à saper les processus décisionnels occidentaux, à créer des tensions et à paralyser les discussions. Son but est de saper le soutien politique de l'Occident à l'Ukraine. Jusqu'à présent, c'est à cause de l'Allemagne et surtout du gouvernement allemand si la solution du consortium ou même simplement l'envoi de chars Léopard 2 n'a pas abouti.
Reste à savoir combien de temps l'Allemagne continuera de faire barrage. Même si pour Olaf Scholz, l'option des chars de combat reste ouverte. Aux États-Unis, la réflexion est en marche. Le transfert de chars de combat est désormais sur la table du Pentagone. Si les États-Unis décident de sauter le pas, l'Europe pourra difficilement dire non. Mais les Européens, en particulier l'Allemagne, auront perdu une bonne occasion de prendre les devants, au lieu d'attendre systématiquement que les États-Unis fassent le premier pas.